Bienvenue. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au conseil d'arrondissement du 16 avril 2024. Donc, chers collègues, mesdames, messieurs et chers auditeurs qui peuvent voir le déroulement de ce conseil d'arrondissement sur Facebook Live. Mesdames, Messieurs, il y a un an, le 9 avril 2023, Marseille se réveillait sous le choc après l'explosion de la rue Tivoli. À l'initiative du collectif Tivoli, ce mardi 9 avril 2024, nous avons célébré la mémoire de nos 8 concitoyens qui ont perdu la vie dans l'explosion de leur immeuble. Nos pensées vont à leurs familles et amis, aux évacués, aux familles qui n'ont pas encore retrouvé leur logement, aux personnes traumatisées par ce sinistre et dont les nuits et parfois les jours ne seront plus jamais les mêmes. Il y a un an, le 9 avril 2024, 44 immeubles étaient évacués, laissant plus de 350 personnes sans logement. Il y a un an, dans l'extrême urgence, les femmes et les hommes du bataillon des marins-pompiers ont sauvé des vies. Les services de secours de la PHM ont pris en charge les blessés. La police municipale, la police nationale ont protégé un large périmètre. La ville de Marseille a ouvert le gymnase Valier pour accueillir et accompagner les évacués. Il y a un an, un profond élan de solidarité traversait le Kama, la ville de Marseille dans son entier et bien au-delà, le pays tout entier. Des parents d'élèves aux supporters de l'OM, en passant par les commerçants et les agents municipaux, c'est toute une ville qui s'est mobilisée pour dire sa solidarité. Un an plus tard, nous sommes passés de l'extrême urgence à la gestion d'une crise qui bouleverse durablement le quartier. Qui le bouleverse d'abord dans son fonctionnement au quotidien, une partie étant encore située dans un périmètre de protection interdit à la circulation. Le butonnage métallique qui lie les façades du 19 de la rue Tivoli et du 37 de la rue de l'Abbé de l'Épée reste le témoignage le plus visible de la catastrophe. L'omniprésence des camionnettes, des différents corps des artisans du bâtiment montre à quel point les interventions sont nombreuses pour qu'avancent les travaux. En effet, s'il faut encore rester prudent sur les calendriers, en un an, les travaux ont avancé à un rythme soutenu et nous espérons que dans les prochains mois, le quartier pourra retrouver progressivement son fonctionnement. Pour l'heure, 95 personnes de 55 familles n'ont toujours pas pu réintégrer leur logement. Certaines ont même été dans l'obligation de se reloger définitivement. Pour elles, comme pour toutes les victimes, c'est un long et difficile bras de fer qui est engagé avec les assureurs. La ville de Marseille se tient aux côtés des victimes. Benoît Payan, le maire de Marseille, multiplie les interventions en direction des premiers ministres, du ministre de l'économie et des finances et auprès de la présidente de France Assureurs, pour que dans le cadre du comité local d'aide aux victimes, le CLAV, les assureurs prennent enfin leurs responsabilités et qu'elles soient à la hauteur des sinistres, en termes matériels, financiers et psychologiques. Jeudi 21 mars, une réunion des victimes de la catastrophe s'est tenue ici même, en mairie de secteur. Le message des participantes et des participants est clair. Ce n'est que la reconnaissance du préjudice et une indemnisation juste qui permettra à l'ensemble des victimes d'achever la reconstruction matérielle et psychologique. La ville de Marseille partagera ce combat aussi longtemps que nécessaire. Autre actualité pour nos arrondissements, c'est la poursuite de la concertation pour la requalification de la place Sébastopol. Les échanges se sont poursuivis le 19 mars dernier avec les riverains, les commerçants sédentaires et forains et l'ensemble de celles et ceux qui utilisent au quotidien cette place. Dans ce conseil d'arrondissement, par le vœu que nous allons vous proposer d'adopter, je pense que nous allons beaucoup parler de l'espace public et de son utilisation. La qualité de vie en ville se juge avant tout par la qualité de ces espaces publics. La transformation de la place Sébastopol, qui est la grande place du quotidien pour les habitantes et les habitants du Kama, des 5 avenues, de la Blancarde, est au cœur de ces enjeux. Nos objectifs sont connus depuis le début. Conforter la dynamique commerçante pour les commerçants sédentaires comme pour les forains. Végétaliser plus et mieux cet espace pour combattre les îlots de chaleur et enfin en faire une place
intergénérationnel où les enfants, les parents et les grands-parents se sentent en sécurité. La belle réussite, la grande fréquentation, les nombreux temps d'échange de la deuxième édition du dispositif Prenez place ce dimanche montrent que ce sujet passionne. Perrine Prigent, adjointe au maire de Marseille, qui conduit le projet pour la ville et la métropole, peut en témoigner. De 8h à 18h, nous avons multiplié les discussions, démenti les rumeurs et fake news et explicité les premières hypothèses de transformation. Nous avons fait le choix d'une concertation longue pour permettre à toutes et tous de donner leur avis, de participer au projet. Dès l'automne, avec les premières interventions d'urbanisme transitoire, des essais, l'organisation de la place va commencer à évoluer. Les hypothèses vont prendre vie et se confronter aux réels usages de la place. Ces transformations seront progressives, réversibles. Elles serviront à définir le programme de travaux qui sera demandé à la métropole. Des travaux qui interviendront après 2026. En tout cas, on l'a encore vu ce dimanche quand cette place s'anime, quand elle prend vie. Et je veux remercier l'ensemble des services de la mairie de Marseille, et en particulier ceux de la mairie de secteur. Ce sont ces services qui ont permis tout cela. Et la place Sébastopol fédère et rassemble les Marseillaises et les Marseillais dans leur ensemble. Dimanche, sur Sébastopol, de nombreuses animations sportives, basket, handi-basket, rugby, tir à l'arc, skatepark, breakdance, des échecs et d'autres, ont rassemblé des milliers de personnes sur la journée. Cela a été en quelque sorte un prélude à l'immense événement que notre ville s'apprête à accueillir les 8 et 9 mai prochains. Ce matin même, en Grèce, à Olympie, la flamme olympique est née des rayons du soleil. Elle a commencé son long périple terrestre puis maritime qui la conduira ce mercredi 8 mai en fin d'après-midi à Marseille. Elle traversera la Méditerranée à bord du 3-mât Belém. Ce magnifique voilier sera accompagné par des centaines d'embarcations dans sa traversée de la rade de Marseille. Cette flamme, symbole de paix et d'amitié entre les peuples, débarquera sur le Vieux-Port, point de départ de son périple à travers toute la France. La soirée sera aussi marquée par un concert inédit de Soprano et Alonso, deux talentueux chanteurs marseillais qui feront chanter et danser tout le Vieux-Port. Le lendemain, jeudi 9 mai, la flamme traversera Marseille. Pour notre secteur, dans l'après-midi, elle arrivera de l'esplanade du Dôme et rejoindra le parc Longchamp où de nombreuses animations organisées par la mairie de secteur seront à disposition des Marseillaises et des Marseillais. C'est une immense fête populaire et gratuite qui attend les Marseillaises et les Marseillais ces 2 jours-là. Les services de la préfecture estiment à 150 000 le nombre de spectateurs de la parade navale et des festivités sur le Vieux-Port. Des dizaines de milliers de spectateurs pour le passage de la flamme. Une nouvelle fois, les yeux de la France entière, du monde entier, seront braqués sur Marseille. C'est, je crois, un très grand honneur qui nous est fait, à toutes et tous, d'être acteurs de ce moment historique pour notre ville. Je vous remercie. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance et pour cela, j'appelle notre Benjamin, M. Théo Chalande-Névoré. Bonjour à toutes et à tous et à tous. Enda Amraoui a donné procuration à Pierre Huguet, Marie Batou, Aurélie Biancarelli, Nathanaël Bignon. Jean-Louis Blanc a donné pouvoir à M. Théo Chalande-Névoré, Marine Chadefaux-Lavergne. Théo Chalande-Névoré présent, Anthony Chevalier. Monique Daubé-Grundler. Emmanuel Ferrier, Delphine Frenou donne pouvoir à Mme Prune Elfternoa, Nicole Gacon-Marcier. Audrey Gassian, Bruno Gilles, Hélène Goldet, Prune Elfternoa, Pierre Huguet, Didier Jo, Présent. Vincent Camp-Probst, Albert Lapère, Christelle Lebouin donne procuration à M. Didier Jo, Norig Neveu, Fabien Pérez, Perrine Prigent, Marine Pustorino-Durand, Jackson Richardson, Jean-Pierre Roland, Michel Rubirola a donné procuration à M. Vincent Camp-Probst, Éric Semerdian, Odile Tagawa a donné procuration à Jean-Pierre Roland, Marcel Toiti, Hélène Valette et Anne Vial. Merci beaucoup, Théo Chalande-Névoré. Est-ce qu'il y a des remarques concernant le PV de la séance du mardi 13 février 2024 ?
Monsieur Gilles. Oui, prenez le micro. Ouais. Ça y est. Oui, je voulais revenir sur cette séance. J'étais absent, monsieur le maire, j'étais excusé et je veux revenir sur cette excuse et ce qui a été dit de manière quand même assez indécente, impolie, voire indigne de l'état d'esprit républicain et du respect qui doit régner dans cette salle. D'abord, votre président de groupe qui s'est exprimé en soulignant plutôt maladroitement mon absence, mais ça, il en avait tout à fait le droit. Et surtout, votre intervention à la fin du conseil d'arrondissement, alors que je pense que vous étiez tenu au courant de la raison de mon absence, maladie, et s'il faut l'exprimer, je peux le dire ici, après un Covid, j'ai eu une bronchite, une bronchopathie infectieuse, puis une grippe A. Et je trouve que la manière dont vous avez réagi à la fin du conseil d'arrondissement n'est pas très digne, monsieur le maire. Vous auriez dû, vous qui étiez au courant de mon absence et de la raison de mon absence, vous auriez dû plutôt calmer le jeu, arrondir les angles, expliquer pourquoi je n'étais pas là, plutôt que, excusez-moi l'expression, remettre une couche et que je devais être présent vis-à-vis des électeurs qui ont voté pour moi. Je trouve ça un peu indécent dans les circonstances qui étaient celles-là. Moi, monsieur le maire, j'ai été à votre place, vous le savez très bien, pendant plusieurs mandats. Je n'ai jamais fait remarquer publiquement les absences, par exemple, du maire de Marseille, Benoît Payan, lors du précédent mandat. Je n'ai jamais fait remarquer les absences de la ministre Marie-Arlette Carlotti ou du président du conseil départemental, Jean-Noël Guérini. Et je pourrais comme ça vous citer beaucoup de personnalités, ce n'est pas que je veuille me comparer à eux, mais qui n'étaient pas là pour des raisons qui leur étaient propres et je les excusais comme l'esprit républicain le veut. Voilà, je voulais quand même le signaler et je vous les ai donnés, mais comme j'ai l'impression qu'il faut se comporter ici comme dans une salle un peu d'école et peut-être donner un mot d'excuse, à vous je vous les ai donnés et je vais les faire transmettre à votre président de groupe qui habituellement est plutôt sympathique à mon égard, en particulier lorsque nous avons passé le mois de janvier ensemble au vœu des comités d'intérêt de quartier. Et s'il faut se justifier, ça sera bien sûr la première et la dernière fois que je le ferai. Mais voilà un certificat médical d'un médecin expliquant pourquoi je n'étais pas présent lors de cette séance. Merci. Quant à moi, je souhaite intervenir sur le fait que j'ai parlé de votre groupe et que vous n'étiez pas représenté, tout simplement. Donc, vous l'avez pris pour vous, vous souhaitez le prendre pour vous. Peut-être souhaitez-vous personnaliser. Oui, oui. Mais voilà, vous êtes 5 personnes dans votre groupe et voilà. Non. Oui, mais justement. Mais voilà. Moi, je m'adresse à votre groupe. Vous êtes 5 personnes. Il en va de la démocratie au sein de ce même conseil d'arrondissement que d'être représenté lorsqu'il s'agit d'échanger sur des éléments, sur des rapports, et c'est extrêmement important que vous puissiez déléguer. Voilà. Je vous remercie. Alors, nous allons... Merci pour cette remarque concernant le PV du 13 février. Je soumets l'ordre du jour à l'approbation de l'Assemblée. Je vous remercie. Nous allons commencer par le rapport numéro 7, et ce rapport va nous être présenté par M. Kornpropst, qui aura besoin pour cela d'un micro. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme élu de secteur, il ne se passe pas un jour sans que nous soyons interpellés sur la question du stationnement dans les rues des 4e et 5e arrondissements. Le plus souvent pour nous encourager à poursuivre le travail que nous avons entamé depuis un an, ce travail de libération des trottoirs. C'est un travail long, patient, pour qu'enfin les trottoirs marseillais, l'espace public en général, deviennent ou redeviennent un espace partagé, un espace accessible à toutes et tous, un espace d'agrément, un espace végétalisé.
Cette question de l'espace public, elle est centrale pour les élus du printemps marseillais. Et notre détermination est intacte pour que Marseille, comme toutes les grandes villes européennes, entame enfin sa mue. Pour que les aménagements de notre ville protègent ses utilisateurs les plus fragiles, les piétons. Apaiser nos espaces publics, c'est avec Sophie Guérard, Audrey Gassian, adjointe au maire de Marseille, quand elles mettent en place les premières rues des enfants. Celle que nous avons inaugurée il y a 15 jours, rue de Friedland, dans le 6e arrondissement. Et bientôt la première, dans le 5e arrondissement, à l'école Gilibert. La pompe, vous le voyez, est amorcée, la dynamique est là. Nous nous engageons à l'amplifier pour protéger les petites Marseillaises et les petits Marseillais. Mais c'est aussi avec Perrine Prigent, adjointe au maire de Marseille, lorsqu'on imagine le futur de la place Sébastopol pour conforter son dynamisme commerçant, la végétaliser et lui permettre d'accueillir en pleine sécurité des enfants, et donc leurs parents et leurs grands-parents. C'est aussi avec Yannick Oanessian, adjoint au maire de Marseille, qui renforce la police municipale pour en faire une véritable police de proximité. Vous le voyez, c'est toute l'équipe municipale qui est engagée pour la transformation de l'espace public marseillais en un espace public apaisé, accessible et attractif. Mais pour que ces usages existent, il faut rééquilibrer la place de la voiture. La voiture ne peut plus passer avant les personnes à mobilité réduite. Elle ne peut plus passer avant les personnes âgées. Elle ne peut plus passer avant les enfants. Il nous faut redéfinir collectivement un nouvel équilibre pour que l'ensemble de ces usages de l'espace public cohabitent paisiblement. À Marseille, rééquilibrer la place de la voiture n'est pas chose aisée. La faiblesse du réseau de transport en commun en site propre, qui ne dessert ni le nord, ni le sud, ni l'est de Marseille, oblige de nombreuses Marseillaises et Marseillais à conserver un véhicule. À cette faiblesse s'ajoute, dans une ville historique comme Marseille, ce qu'on appelle la trame viaire, c'est-à-dire la dimension des rues, qui n'a pas été calibrée pour stationner des voitures. Cette configuration devrait amener la métropole, qui, je le rappelle, est l'autorité organisatrice des mobilités, à prendre donc ses responsabilités et à penser les mobilités en tenant compte de ces défis. Bien sûr, en premier lieu, en multipliant les travaux pour desservir la totalité de la ville efficacement, avec des transports de qualité et correctement cadencés, avec des horaires adaptés aux besoins des Marseillaises et des Marseillais. Les 4e et 5e arrondissements apparaissent plutôt privilégiés quant à la desserte en transport en commun. Ils le seront encore plus quand le réseau connectera le nord, le sud et l'est de la ville. Mais ce n'est pas l'objet de ce vœu. Ce vœu que nous vous proposons d'adopter, chers collègues, ce soir, afin de le transmettre à Madame la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, porte sur le stationnement dans les 4e et 5e arrondissements. Les parkings en ouvrage, comme Vallier, Blancarde ou Jean Jaurès, appartiennent à la métropole, qui, par le biais d'une délégation de services publics, en fixe les règles d'utilisation. Dans les mois, les années qui viennent, ils doivent pouvoir être sollicités davantage pour que les résidents qui ne stationneront plus leur voiture dans l'espace public de surface puissent le faire dans ces parkings. Mais le faire à un coût accessible. Il reste beaucoup de rues. Il reste beaucoup de rues, des avenues, des boulevards dans les 4e et 5e arrondissements qui n'ont pas encore entamé la mue de leur espace public. Il nous paraît difficile de le faire sans par ailleurs proposer de réelles solutions aux propriétaires de véhicules automobiles. Nous sollicitons donc la métropole pour la création de nouveaux parkings en ouvrage. Des parkings qui pourront accueillir les voitures des résidents à proximité, mais aussi celles des clients des commerces. Ces futurs parkings ne doivent pas être pensés comme des aspirateurs à voiture
extérieure au secteur, mais comme une réponse de proximité pour les riverains, pour les personnes en situation de handicap, en perte de mobilité, qui sont obligés d'utiliser leur voiture. Enfin, chers collègues, dernier axe de proposition, celui de la création de parkings relais supplémentaires. Je veux saluer ici l'ouverture prochaine du parking relais de la Boiseraie dans le 12e arrondissement, en bordure de L2 et connecté au tram. Il apportera un peu plus de 300 places de stationnement qui délesteront d'autant le centre-ville. Nous appelons donc de nos souhaits la multiplication de ces parkings relais qui offriront des possibilités de stationner pour les Marseillaises et les Marseillais résidant des quartiers plus périphériques ou pour celles et ceux venant en voiture de l'extérieur de Marseille. Une nouvelle fois, cette offre supplémentaire sera d'autant plus efficace qu'elle se combinera avec un réseau de transport en commun couvrant toute la ville, bien cadencé et aux horaires adaptés aux besoins. Cette politique publique de restauration de l'espace public marseillais doit se construire la main dans la main entre la ville de Marseille et sa métropole. J'espère que ce vœu contribuera à engager un travail fertile permettant de mettre en œuvre les choix que les Marseillaises et les Marseillais ont faits en nous portant en responsabilité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci, Monsieur Grandprobst. Madame Goldet, vous souhaitez intervenir ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Bien évidemment, je m'associe à l'expression de nos camarades Vincent Grandprobst et à ce vœu. Et je voulais insister en tant que nouvelle adjointe à la propreté sur la nécessité d'associer à cette politique de dégagement de l'espace public une véritable politique avec des moyens dans le domaine de la propreté. Pour l'anecdote, mais malheureusement pas que, j'ai eu la semaine dernière ma première réunion avec les responsables de la propreté du secteur et je les en remercie. Cette réunion a été extrêmement constructive. À cette occasion, ces responsables nous ont indiqué que les moyens déployés à Paris à surface égale en matière de propreté étaient 4 fois ce qu'ils étaient à Marseille et à Lyon qu'ils étaient 2 fois. Donc j'en déduis une chose, c'est que d'une part, les agents de la propreté à Marseille travaillent finalement plutôt bien et que les Marseillais, compte tenu des conditions, font preuve d'un immense esprit de responsabilité puisque finalement, nos rues sont encore praticables. Je voulais terminer sur un autre point. Nos arrondissements font partie du centre-ville. Il existe un plan, un PPA du centre-ville qui se déploie à l'heure actuelle et qui décrit l'avenir et les potentialités de ce grand centre-ville de Marseille qui, à l'heure actuelle, est encore malheureusement pas fini, incohérent et difficile à vivre. Nos arrondissements sont dans ce centre-ville. Et c'est à ce titre que la question du stationnement et la question des moyens de stationnement doit être pensée. Nous ne sommes pas ici dans une périphérie dans laquelle les gens peuvent finalement trouver des solutions pour leur voiture parce qu'il y a de l'espace. Nous sommes dans la ville dense. Et dans cette ville dense, si nous voulons, et malheureusement nous sommes obligés d'admettre qu'une grande partie de nos concitoyens vont conserver des véhicules encore le temps nécessaire à l'adaptation d'un réseau de transport aujourd'hui très insuffisant, eh bien, effectivement, il faut des moyens. J'en profite d'ailleurs, puisque j'ai la parole, pour regretter infiniment que le plan de transformation des transports par autobus qui avait été promis pour 2025, sur lequel nombre de nos concitoyens ont travaillé, et très particulièrement dans nos arrondissements. Je pense en particulier à l'autobus 72. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent le 72 le soir vers 17h. J'espère qu'ils sont minces, sinon ils ne montent pas. Et je voulais simplement vous dire que le report de cette mise à niveau de notre réseau d'autobus est une très grosse déception.
pour ceux, bien sûr, qui ont travaillé au moment de la consultation et pour tous les autres. Je vous remercie. Monsieur Toiti ? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, l'offre de stationnement à Marseille est un des éléments importants de la vie quotidienne des Marseillaises et des Marseillais. Il est bien que ce sujet vienne en débat dans notre conseil d'arrondissement. Je voterai ce vœu. Comme je l'ai déjà déclaré en ces lieux lors du conseil d'arrondissement du 6 février 2023, je tiens à proposer une mesure d'accompagnement à caractère social qui renforce la pertinence du vœu. Je souhaite donc l'amélioration des transports publics et des expérimentations de gratuité de ces transports publics afin de permettre, je l'espère, d'aller vers la gratuité des transports publics à Marseille. Je viens d'ailleurs de signer la pétition d'une grande organisation syndicale de retraités qui le demande également et qui va s'adresser à la présidente de la métropole pour cela. Pour conclure, permettez-moi de soutenir ici ces femmes et ces hommes qui se lèvent tôt et rentrent très tard le soir chez eux de leur travail en vivant péniblement en dessous du seuil de pauvreté. Ces femmes et ces hommes, ces enfants qui ont des difficultés pour se déplacer tant sur les trottoirs encombrés dans la ville qu'ils possèdent ou non un véhicule personnel. Ils sont les premiers intéressés par la politique plus sociale, plus verte et plus démocratique que nous menons. Merci. Merci, Monsieur Toiti. Monsieur Ferrier. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je parle assez fort, ça va ? Juste pour une petite précision par rapport à ce qui a été dit par notre collègue Monsieur Vincent Campros. Dans les 4e et 5e arrondissements, il y a des arrondissements qui ne sont pas desservis par les transports en commun. Et on l'a vu à la réunion avec Monsieur le maire et notamment la concertation dans l'espace Beau Soleil. On a les habitants qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de bus à partir de 20h30. Et comme vous le savez toutes et tous, à partir de 21h30, il n'y a plus de métro, c'est la double peine. Et donc on a des quartiers entiers où les gens, s'ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils ne peuvent plus aller au travail s'ils travaillent la nuit. Donc on n'est pas... alors, nous, on connaît tous Sébastopol, Chave, où on a le tramway, mais je vous assure que les habitants de Hopkinson aimeraient avoir une navette, notamment pour aller au CMA Hopkinson et au stade de foot Sainte-Élisabeth, où il y a le FCB Blancarde, qui se transforme en parking géant les week-ends pour les matchs de foot, parce qu'il n'existe rien pour eux. Et pour les habitantes et les habitants, c'est un calvaire les week-ends là-bas, parce qu'il y a des voitures de partout, ils ne peuvent même plus sortir de chez eux. Donc la vision d'une ville apaisée, très honnêtement, on en est encore très loin, et on a vraiment besoin de la métropole. Merci. Merci, Monsieur Ferrier. Monsieur Gilles, est-ce que vous avez le micro ? Oui, vous n'alliez pas m'oublier sur ce vœu. Alors d'abord, remarque, comme chaque fois de forme, je suis désolé, je sais que vous y prêtez pas attention, mais c'est ou un rapport ou un vœu. C'est faux. Ben, c'est faux. Ben, moi, c'est pas ce qu'on me dit en mairie centrale, mais bon, c'est peut-être faux. Moi, on me dit les rapports, c'est la mairie centrale qui nous les donne, la mairie de secteur pour les enrôler. Et un vœu, c'est un vœu. Après, bon, c'est un détail, mais voilà. En tout cas, prenons le vœu. Alors d'abord, j'ai un petit plaisir. Vous êtes notre champion du détail. Oui, ben oui, mais vous savez, c'est... Qu'est-ce qu'on dit ? C'est pour ça qu'on vous aime. Eh oui, le diable se cache dans le détail. Il y a tellement de détails dans ce rapport. D'abord, j'ai un plaisir immense. Parce que je revois ces séances du conseil d'arrondissement, je revois même ces assemblées générales de comités d'intérêt de quartier. Je revois, alors il a changé de côté, monsieur Vincent Comprops, qui était là-bas, et qui me montrait du doigt, de la main, presque accusatrice, quand vous disiez « mais c'est une loi ». C'est une loi. Et vous qui avez été député, et vous qui avez été sénateur, vous auriez dû appliquer la loi. Et M. Comprops en rajoutait, oui, vous auriez dû appliquer la loi. Et là, pour la première fois, vous reconnaissez ce que je vous ai souvent dit, c'est pas du tout une loi. Et j'ai eu beau gratter, faire étudier au Sénat la loi L'Homme du 24 décembre 2019, il n'y a rien
Et vous avez raison, pour la première fois, vous écrivez bien l'interdiction du stationnement sur ces trottoirs, c'est régi par le code de la route, et même si on va un petit peu plus loin, par un article aussi du code général des collectivités territoriales. Et dans d'ailleurs ce même article, il est permis au maire d'une collectivité de prendre un arrêté pour permettre à du stationnement chaussée trottoir du moment qu'on respecte les 1,40 m devenus 1,60 m. Alors moi, je suis plutôt effectivement content que vous réalisiez en fait que je n'ai pas toujours tort quand je prends la parole. Après, deuxième plaisir, décidément dans ce rapport, vous m'en faites beaucoup, c'est le premier intervenant, toujours M. Comte-Props, qui dit le 4-5, c'est un secteur privilégié en termes de transport en commun. Plus que privilégié, même si on a des petits problèmes à Beau-Soleil et Hopkinson. Hopkinson, j'ai cherché, on a tout étudié. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir une ligne de bus qui monte. On a une navette qui passe par la gare de Blancarde et qui va dans le 12e arrondissement. Peut-être faudrait-il en avoir une jusqu'au fin fond d'Hopkinson, vous avez raison. Bon, il y a le métro à 200 mètres à vol d'oiseau quand même. Hein. Eh ben oui, vous voyez. Mais on n'y accède pas. Ouais, Tout est coupé. enfin, oui, quand même. Et oui. Alors, ce secteur, effectivement, il est privilégié parce que c'est vrai qu'on a les 2 lignes de tramway, on a quand même du métro, on a des lignes de bus. Et quand vous dites qu'il est privilégié en termes de transport en commun, moi je dirais qu'il est aussi privilégié en termes de stationnement. Parce que, et ça a été aussi un gros débat avec vous, monsieur le maire, mais il y a tout de même 2641 places en ouvrage. Valier, Baille, Blancarde, Jean Jaurès, Timone, Le Dôme, je vous évite les chiffres. Après, vous ne voulez pas les additionner, mais malgré tout, les places de stationnement en surface, elles se comptent. On ne peut pas les enlever de l'addition, ce qui fait qu'on dépassait à l'époque près de 5000 places de stationnement. Vous avez décidé, c'est votre choix, et d'ailleurs c'est votre droit, et vous en avez bien évidemment dans le cadre de la loi, c'est vous qui prenez les décisions, qui faites signer par une de vos adjointes les arrêtés, et ensuite la métropole exécute et donc supprime les places de stationnement. Lorsqu'il y a eu la première présentation ici, d'ailleurs sur cet écran, de ce plan, vous nous aviez un peu convaincus. Et d'ailleurs, d'un vote d'abstention, on avait même voté pour. On avait voté pour parce que vous avez répondu favorablement à certaines de nos demandes, c'est-à-dire la concertation et la présentation. Il n'y a pas eu de concertation ni de présentation. Et il y a quand même pas mal d'endroits, je l'ai fait étudier par la métropole, sur les presque 1000 places de stationnement que vous avez supprimées. Il y en a qui méritaient la suppression. Et je vous dis effectivement bravo, et c'est des choses que nous n'avons pas fait. C'est peut-être un peu pour ça que vous êtes arrivés pour les faire aussi. Bon. Exactement. Mais sur les presque 1000, il y en avait qu'on pouvait conserver. Vous prenez le début de l'avenue des Chartreux. Franchement, le piéton, la personne âgée, la personne à mobilité réduite, elle peut parfaitement utiliser ce trottoir qui était largement dépassant les 1,40 m, voire les 1,60 m. Moi, le reproche que je vous fais, c'est que vous avez, disons, taillé dans la masse. Vous n'avez pas regardé un petit peu à la loupe. Or, dans un secteur hyper construit, dans toutes ces petites rues, dans la difficulté, bien évidemment, sur le bâti existant, de ne pas avoir de parking souterrain. Il fallait essayer un petit peu de faire de la dentelle, et vous ne l'avez pas fait. Et d'ailleurs, vous comme moi, vous entendez ce que dit la police municipale, ou dans les assemblées générales de CIQ. C'est des centaines et des centaines de PV justifiés qui pleuvent sur les automobilistes qui doivent le soir, malheureusement, ou parfois dans la journée, mal se garer. C'est cette chasse à la voiture. D'ailleurs, Mme Goldé a pris le terme de dégagement des voitures. Donc, votre idée, c'est vraiment de dégager les voitures et pas d'essayer de trouver des solutions. Et disons que vous avez soulevé un problème qui, au départ, est réel, mais sans penser qu'il fallait apporter des solutions. Et maintenant, vous vous rendez compte que quand même c'est compliqué, et M. Comte-Props le dit, on va faire une pause. C'est bien ça. Vous dites on va faire une pause parce qu'on ne peut plus enlever les places de stationnement. Sinon, ça va être soit l'émeute, soit de la folie. Et les gens se gardent de plus en plus mal. Vous le savez bien. Il suffit de passer sur le boulevard de la Libération. Boulevard de la Libération, le soir, il y a des centaines de voitures mal garées. Vous passez sur l'avenue des Chartreux, vous passez sur le boulevard Cassini. Je ne vais pas vous faire toutes les rues des 4e et 5e arrondissements. Les gens sont obligés de mal se garer. Alors vous demandez cette pause. Et puis une fois que vous avez allumé le feu, vous dites la métropole. Oui, mais enfin, la métropole, alors j'entends tout, j'entends la gratuité. Oui, mais enfin, la gratuité, elle n'existe pas. La gratuité, il y a bien quelqu'un qui paye. Et si la métropole décidait de faire tous les parkings gratuits, si la métropole décidait, par exemple, parce que ça a été votre cheval de bataille, que le tramway d'Aubagne soit gratuit, à un moment, il faut payer. Et qui c'est qui va payer? Les contribuables, donc nos impôts. À un moment, de toute façon, on est bien obligé de trouver l'argent. Alors moi,
Je note bien vos demandes de dire, bon, il faut multiplier les parkings. Mais d'ailleurs, les parkings qu'il faudrait multiplier, c'est presque en dehors du 4-5, parce que chez nous, il y en a pas mal. Après, on y réfléchit. Vous avez demandé, pour l'instant stand-by, par exemple, la création d'une piste cyclable sur le boulevard Baille. Bon, c'est à l'étude à la métropole. Moi, je vais plus loin, et je vous le révèle aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Moi, ce que j'ai demandé à la métropole, c'est qu'on aille plus loin que la piste cyclable de Baille. C'est-à-dire qu'on fasse un vrai réaménagement du boulevard Baille. Le Jarret a été fait, le Corioto qui croise a été fait, la place Castellane a été fait. Ce boulevard historique mérite une vraie requalification. Et dans la requalification, qui coûtera bien évidemment beaucoup plus cher que la mise en place d'une piste cyclable, il faut effectivement que sur ce lieu, sur cette avenue, on trouve des endroits où on pourrait faire des petits parkings de proximité en dehors du gros parking de Baille. On peut se retrouver. Moi, je ne suis pas aveugle. Je circule comme vous. Je sais toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre secteur municipal. J'ai pas tout fait mal, vous ne ferez pas tout bien, mais on peut se mettre d'accord sur certains sujets. Et oui, il faut que peut-être de temps en temps, on essaye de travailler ensemble. Moi, je ne suis pas obtus. On va s'attraper sur les additions. Vous allez me dire, ouais, il y avait moins de 2500 places de stationnement quand je suis arrivé. Vous m'en avez laissé moins de 2500. Oui, vos expressions, je les ai bien... Que vous avez bien dit 2641 et vous m'avez traité de menteur quand j'ai parlé de ça au CIQ. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous oubliez les places en surface et que les places en surface, vous ne voulez pas les compter. Vous savez bien de quoi je parlais. Je parlais justement de ça. De votre chiffre que j'ai repris et vous m'avez reproché d'être un menteur quand je l'ai repris. En tout cas, on peut trouver des sujets de convergence où il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Et moi, écoutez, si on doit couper les rubans, on les coupera ensemble. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qu'on les coupera. Ce sera compliqué de couper le ruban de la place Sébastopol. Je ne vais pas y revenir. Je vous trouve très... Voilà, je vous trouve bien. Mais bon, ça, je ne vais pas relancer un sujet. On est sur un sujet à peu près où on peut trouver des objectifs communs. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Je partage le fond de ce vœu. Il n'y a pas de souci. Mais le fond de ce vœu, il ne doit pas s'accompagner d'une critique toujours exceptionnellement dure par rapport à ce qu'on a fait avant. En tant que maire de secteur, écoutez, moi, les 2 lignes de tramway, elles ne sont pas tombées du ciel. Vous doutez bien que je me suis battu pour avoir les 2 lignes de tramway. C'était pas prévu comme ça au départ. Avoir près de 1500 places de stationnement créées, Valier, Baille et Blancarde, c'est pas tombé du ciel non plus. Bon, voilà, donc on a fait des choses. De temps en temps, vous pouvez reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Et puis après, vous dites, voilà, vous n'avez pas fait assez, vous avez mal fait. Mais on dirait qu'avant vous, c'était le désert. Non, ce n'était pas le désert. On a fait des choses. Et aujourd'hui, il y a une évolution. Moi, quand j'étais maire en 95, excusez-moi, la première fois, il n'y avait pas un vélo. On ne savait pas ce que c'était un vélo dans le 4-5. D'ailleurs, on ne savait peut-être même pas ce que c'était un vélo sur Marseille. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et avancer. On est d'accord. Voilà, j'ai été peut-être un peu long. Allez, parlons, s'il vous plaît, on parle dans les micros, déjà. Je demandais si vous comptez voter le... Mais non, mais on vote ce qui est écrit. Il n'y a que les écrits qui... Ah bon? Ça marche comme ça? Madame Elfner-Noah, à la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Très rapidement, je voulais juste souligner au contraire la qualité et le ton extrêmement posé et constructif du vœu qui a été présenté. Parce que la politique en général et la politique marseillaise est souvent extrêmement nauséabonde. Et là, on a un vœu extrêmement complet, absolument pas ni revendicatif, ni revanchard, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais souligner à la fois la forme et le fond. C'est pas une qualité qui est très très partagée à Marseille. Par exemple, puisque ça a été évoqué dans le vœu, j'ai posé une question écrite à la présidente de la métropole il y a maintenant 1 mois pour savoir où en était la rénovation du réseau de bus, puisque à la métropole, on a voté il y a quelques mois le fait que la rénovation du réseau de bus serait mise en œuvre dès 2024. J'ai posé une question écrite il y a 1 mois, j'ai toujours pas de réponse. Donc il y a une forme de mépris dans lequel on est tenu par les autorités de la métropole et la présidente en premier lieu, ce qui n'était absolument pas le cas de ce vœu, qui ne parlait pas de vous, Monsieur Gilles, du tout. Et donc, je voulais remercier Vincent Campros pour ce vœu. Voilà. Merci beaucoup. C'est justement Vincent qui a la parole. Oui, sans polémiquer, mais juste quand même pour réhabiliter certaines choses. Alors, la question de la réglementation, oui, la loi, le code de la route, les décrets, les arrêtés, tout ça, ça fait partie du corpus réglementaire qui régit notre République. C'est l'état de droit et on se doit
en tant qu'élu, d'être exemplaire sur ce respect de la réglementation. Donc oui, je vous ai, voilà, on a débattu sur ce sujet, et en tant qu'élu, évidemment qu'on se doit d'être exemplaire. Tous les jours, dans les médias, on voit ce qui se passe sur le non-respect des règles, et oui, on se doit d'être exemplaire, et oui, on aurait pu en faire plus. Et donc, je vous confirme, et c'est l'article du Code de la route qui est mentionné, que ce que nous avons fait est bien conforme à la réglementation en vigueur. Le deuxième point que je voulais rappeler, effectivement, je l'avais montré la première fois dans mon diaporama, c'est les 1,40 m. J'aimerais bien, enfin, c'est difficile, là, j'ai pas porté mon mètre, mais j'aimerais bien que tout le monde essaye d'imaginer ce qu'est 1,40 m pour se mouvoir, pour marcher dans la rue. 1,40 m, ça ne permet pas à deux personnes de se croiser. 1,40 m, quand vous avez un caddie, une canne, quand vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas circuler dans 1,40 m. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous accompagnez des enfants, votre mobilité est entravée parce que vous devez faire attention aux enfants, à vous, à l'environnement de l'espace public. 1,40 m, ce n'est pas confortable pour se mouvoir dans l'espace public. Donc, effectivement, nous avons regardé avec les collègues de la mairie centrale, avec les services que je remercie, à la loupe. Je peux vous assurer que ça a été un travail de fourmi. On n'a pas fait ça à la hache, bien au contraire. Et nous avons regardé rue par rue les espaces qui posaient problème. Je peux vous assurer que quand on reçoit des témoignages, moi je me souviens de ce témoignage-là d'une habitante du quartier qui se plaignait que sa maman, une personne âgée, elle la voyait tous les jours être obligée de marcher sur la chaussée, parce qu'elle ne pouvait pas marcher sur les trottoirs quand elle allait au marché de la place Sébastopol. Quand vous recevez ce type de courrier, Monsieur Gilles, on se doit de réagir et de ne serait-ce que respecter la réglementation. C'est pour ça que nous avons agi rapidement sur ce sujet. On ne peut pas laisser les habitants se mettre en insécurité et à déambuler sur la chaussée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les trottoirs, c'est fait pour les piétons. Voilà les deux petits points que je voulais rappeler. Et enfin, sur le boulevard Baille, écoutez, c'est moi qui est heureux cette fois-ci, parce que le réaménagement du boulevard Baille, et Audrey Gassian et Perrine Prigent peuvent en témoigner. Effectivement, avec Didier Jo, on l'a demandé, le réaménagement complet de cette avenue, de ce boulevard en l'occurrence. La piste cyclable, oui, mais également le réaménagement complet. On a rencontré des associations, notamment les associations cyclistes. On est allé rencontrer l'APHM, Monsieur Gilles, parce qu'à côté du boulevard Baille, ce boulevard dessert deux points très importants de l'APHM, avec de nombreux travailleurs et travailleuses qui travaillent dans ces hôpitaux et qui connaissent des problèmes, vous le savez, de circulation pour pouvoir se rendre à leur poste et soigner les patients. Donc nous avons travaillé avec beaucoup d'acteurs sur ce boulevard Baille et nous attendons, alors je vais m'adresser à Didier Jo, à notre maire, nous attendons la réponse. Est-ce que Monsieur le maire, vous avez une réponse de la métropole sur notre demande d'aménagement du boulevard Baille? Malheureusement non. Malheureusement non, donc j'espère maintenant que, puisque vous êtes de notre côté, ça avancera beaucoup plus vite. Et ah bah oui, moi je vous prends en mot, mais non. Mais allez, je le dis, mais la sécurité, elle est ni de gauche ni de droite. Bon, on est d'accord, voilà. Merci, Comme Monsieur Comprost. Allez, je vous laisse. La parole est à Madame Prigent. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour donner quelques réponses, moi je suis heureuse qu'on s'entende en fait sur les ambitions qu'on porte de transformation de l'espace public. On a un vrai enjeu, l'espace public il doit être renouvelé, je pense qu'on peut être tous d'accord. Un espace public c'est fait pour pouvoir se projeter demain. Parce qu'en fait, l'espace public, c'est pas le vide de la carte. C'est vraiment le creuset de la collectivité. C'est là où on va pouvoir rencontrer l'autre en dehors de son logement, et c'est ce qui fait le commun. Le commun, c'est important. Le commun, c'est un espace qu'on se partage, un bien commun,
qui doit donc ne pas être privatisé. Et quand on dit ça, on commence à soulever le problème. Le stationnement dans l'espace public est quelque chose qui existe depuis longtemps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et permettre à la voiture de pouvoir circuler est une nécessité. C'est aussi un axe pour les transports en commun, je pense que Audrey Gassian en parlera après, avec une nécessité de renforcement de ces questions-là pour pouvoir nous permettre de pratiquer la ville en toute sécurité, de manière quotidienne, selon les trajets dont on a besoin, petits ou grands. Et donc on a besoin, pour pouvoir faire une transformation de la ville et pouvoir la pratiquer demain, on a besoin de pouvoir agir sur tous les leviers. Et tous les leviers, ça veut dire un renforcement des transports et des solutions pour pouvoir se garer de manière privilégiée, pas dans l'espace public. Et donc, pouvoir faire de la place aux habitants, c'est des choses qui ont commencé à être travaillées. Il y a eu des rapports en conseil métropolitain sur les nombres de places résidentes dans les parkings, sur lesquels la demande ici en vœu d'arrondissement est bien de pouvoir renforcer cette dynamique-là pour nous permettre de vivre demain de manière confortable. Éviter la voiture stationnée dans l'espace public, c'est aussi éviter une surchauffe de l'espace public et donc une praticité et un confort de circuler pour le piéton, pour le cycliste, pour la trottinette, pour la personne en PMR, pour la personne en poussette. Je pense que ce vœu a cette ambition-là. Moi, je comprends que c'est quelque chose auquel tout le monde adhère ce soir, donc j'espère qu'on pourra le porter tous ensemble, juste pour l'avenir qu'on s'offre en commun dans la ville de Marseille. C'est une problématique qu'on va retrouver dans le 4-5 et qui émane du coup ce soir en conseil d'arrondissement. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez large dans toute la ville et certainement dans d'autres villes qu'à Marseille. On a cet enjeu-là et du coup, Monsieur Gilles, j'en profite, on portera ensemble les enjeux sur bail. Évidemment, c'est quelque chose qui existe, un projet sur lequel il faut une vraie amélioration et une vraie considération de l'ensemble des flux, que ce soit sur la partie circulée, comme sur la partie piétonne, comme sur la partie cyclable. Avec des enjeux sur Baille, avec des enjeux sur Saint-Pierre, avec des enjeux sur plein d'axes en réalité, dont on a besoin d'avoir une transformation pour que tout le monde soit en sécurité. Et vivre la ville demain, je pense que ça passe par des grandes transformations comme ça, mais c'est tous les leviers en même temps en réalité qui doivent être poussés. Voilà. Merci Madame Prigent. Et la parole est à Madame Gassian. Merci Monsieur le maire. Oui, pour revenir, et Madame Prigent l'a très bien dit, sur l'espace public, la place du piéton et la place aussi du cycliste. Il faut savoir que d'abord, on est en mobilité tous piétons et toutes piétons d'abord. Et donc c'était important aussi qu'on puisse avoir une ville marchable et une ville cyclable parce qu'on a aussi des enjeux climatiques qui nous amènent à considérer ces mobilités et à les intégrer de façon, on va dire, plus importante dans notre ville. L'objectif, c'est clairement de faire cohabiter les modes de déplacement et d'encourager le report modal avec cette cohabitation et en offrant un panel de mobilité le plus large possible pour permettre de se déplacer mieux dans la ville. Ça a été dit et c'est dit dans le vœu. Il y a plusieurs trafics. Il y a le trafic de transit et là, il nous faut des parkings relais pour permettre aux personnes de déposer leur voiture lorsqu'elles viennent notamment en dehors de Marseille. Et il y a aussi la place des riverains. Et les riverains vont conserver, alors peut-être pas 2 ou 3 voitures, mais vont conserver des véhicules et on doit penser aussi la place des véhicules des riverains. Et c'est pour ça que on a cette idée de se dire il va falloir des parkings en ouvrage, peut-être petits, peut-être plusieurs, mais il va falloir des solutions de stationnement pour ces riverains parce que très clairement, on n'a pas un report modal à 100% et qu'on continuera à avoir des voitures dans nos villes.
je ne reviendrai pas sur la gratuité des transports, même si ça existe dans d'autres métropoles. La métropole de Montpellier l'a fait et continue de développer son réseau de transport en commun, puisqu'ils sont en train de faire une 5e ligne de tram. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit notamment Madame Goldet sur la refonte du réseau de bus. Et cette refonte du réseau de bus, c'est quelque chose sur lequel on avait une attention très particulière et très importante, puisque c'est majeur, c'est la desserte fine. On a des axes avec des réseaux de TCSP, du métro, du tram, mais le bus, c'est vraiment la desserte fine de nos quartiers. Et le report de cette refonte, le report sine-die a priori, de cette refonte du réseau de bus est pour le coup une réelle déception. Parce qu'on nous promettait, lorsqu'on nous a présenté le début de la concertation de cette refonte, une révolution. Et malheureusement, j'ai l'impression que la révolution ne va pas avoir lieu, puisque cette refonte du réseau de bus, on ne la voit pas venir. Et ça, c'est un vrai problème, je pense, pour notre ville de Marseille. Merci beaucoup Madame Gassian. Écoutez, Monsieur Toiti. Simplement, notre ami Bruno Gilles nous dit qu'il faut bien payer les transports. Je suis bien d'accord. Tout le problème est de savoir qui paye. Et en vérité, il s'agit simplement de ne pas faire payer les plus défavorisés, de la population marseillaise, et aller du côté du versement de transport des employeurs ou de la fiscalité. Il y a des réponses qui permettent la gratuité. C'est tout ce que je voulais répéter. Merci beaucoup, Monsieur Toiti. Alors, je souhaiterais remercier l'ensemble des orateurs pour la tenue, pour la qualité et pour la bienveillance de cet échange. Nous le savons, les 4e et 5e arrondissements bénéficient d'un bâti dense avec un réseau de rues défini à une époque, pour certaines rues lointaines, et l'espace public, l'espace commun, comme l'a appelé Madame Prigent, est compté. Alors on a beau être dans un secteur qui est relativement bien desservi par les transports en commun, moderniser et adapter nos espaces publics aux défis du siècle, qu'est le changement climatique, est une préoccupation centrale. Ces rues, ces avenues, ces trottoirs, ces boulevards doivent devenir accessibles, agréables, attractifs et apaisés. Visconti, dans Le Guépard, fait dire à un de ses personnages « Tout doit changer pour que rien ne change ». C'est le cas dans un monde où les températures battent des records chaque été, et où les pluies diluviennes succèdent aux sécheresses. Donc il y a des enjeux pour nous de faire de la transition de cette ville pour que l'avenir puisse être vivable, puisse être agréable et pour une ville désirable. C'est une ville qui est à réinventer. Et pour arriver à cet objectif ensemble, nous avons besoin de toutes les énergies. Ce vœu que nous adressons à Madame la Présidente de la Métropole est avant tout une main tendue. Un appel à travailler ensemble sur ces questions qui nous préoccupent, mais qui avant tout préoccupent nos enfants. Une place de stationnement, une terrasse de café, une piste cyclable. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est ni de droite ni de gauche. Et les arbres font de l'ombre pour tout le monde. Je demande à toutes celles et ceux de la majorité, de l'opposition, qui sont au conseil métropolitain, de bien vouloir se faire le relais de notre volonté commune d'avancer ensemble dans l'intérêt absolu des Marseillaises et des Marseillais. Je vous propose de mettre ce vœu au vote. Qui vote pour? Merci beaucoup. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est adopté et sera transféré dès demain matin à Madame la Présidente de la Métropole. Nous allons passer au rapport numéro 8 qui va nous être présenté par Anthony Chevalier. Bonsoir à toutes et tous. J'attends juste que le support visuel soit projeté pour...
Suspense. Ce rapport porte sur l'approbation du compte d'exécution de l'État spécial 2023, faisant état notamment de nos dépenses pour l'exercice budgétaire et comptable 2023. Vous trouverez le détail du compte d'exécution dans l'annexe jointe au présent rapport. Je vais rester pour ma part synthétique pour les besoins de cette présentation. Cette approbation est l'ultime étape du cycle, du cycle budgétaire dont je vous fais chaque année la présentation. Et vous avez ce cycle qui est rappelé sur cette diapositive, donc on est vraiment en fin d'étape. Je vais me concentrer sur les dépenses, car pour les recettes, nous avons seulement les dotations accordées par la ville de Marseille. Nous avons un total de dépenses mandatées, c'est-à-dire déjà payées pour 2023 de 1 931 313,49 € pour la section fonctionnement et de 184 296,35 € pour la section investissement, auquel il faut ajouter les restes à réaliser. Il s'agit des dépenses engagées mais pas encore mandatées, c'est-à-dire pas encore payées pour des raisons essentiellement de clôture comptable. Et nous avons 454 554,38 € en fonctionnement, 73 752,42 € en investissement. Cela nous donne un total de dépenses donc engagées plus mandatées de 2 385 867,87 € et de 258 048,77 € en investissement. En fonctionnement, qui est la plus grosse partie de notre budget, nous avons les principales dépenses suivantes, avec en top 3 l'animation et le programme culturel, sportif et événementiel du secteur, l'entretien des espaces verts et du bâti du secteur, et en troisième dépense, le remboursement des charges de fluide à la mairie centrale. Ce qui nous donne la ventilation suivante, cette fois-ci exprimée en pourcentage du budget de fonctionnement. Nous sommes sur les mêmes ordres de grandeur et ventilation que les années précédentes. En synthèse, nous avons effectivement dépensé plus que nos recettes, mais pas d'inquiétude, puisque nous avons, comme prévu et planifié, et surtout annoncé lors du vote du budget, que nous allons utiliser une partie de nos reports de crédit pour compenser ces décalages. Et vous avez sur cette diapositive l'état des reports de crédit sur ces dernières années. Et vous voyez que la moitié de ces reports de crédit s'explique pour des raisons historiques, et l'autre moitié pour des raisons liées à la crise sanitaire du Covid. Et donc nous avons des reports qui sont assez importants, c'est pourquoi nous souhaitons les utiliser de façon progressive et intelligente jusqu'à la fin du mandat et après le mandat. Nous avons donc une situation comptable qui fait apparaître un excellent fonctionnement et un solde d'exécution positif avec 1 973 991,03 € en fonctionnement et 12 597,56 € en investissement. Voilà pour le compte d'exécution 2023. Et petite nouveauté pour cette année, et j'en profite de présenter le compte d'exécution 2023 pour vous exposer la première version du budget vert 2023 de la mairie de secteur. Le budget vert, ce n'est pas un budget dédié à des projets de transition écologique, mais c'est un budget qui consiste à évaluer nos dépenses par rapport à leur impact sur l'environnement. Pour définir l'approche et la méthode, nous nous sommes inspirés des travaux menés par l'Institute for Climate Economics. D'autres villes ont déjà mené de telles initiatives, notamment la ville de Lyon et la ville de Paris, et plein d'autres se lancent. D'ailleurs, cette analyse n'est pas une obligation légale pour notre mairie de secteur au statut particulier, même si depuis la loi des finances 2024, c'est désormais une obligation pour les communes et les EPCI de plus de 3500 habitants. Toutefois, cette analyse offre un nouveau regard pour orienter nos achats et nos politiques publiques vers un meilleur respect de l'environnement, ce qui est incontestablement une nécessité de notre époque. Par ailleurs, cette nomenclature comptable est en maturation et il se pourrait bien qu'elle devienne la norme dans les prochaines années, devant la comptabilité monétaire. Espérons-le, la mairie de secteur anticipe ces évolutions futures. Bien sûr, cette démarche s'inscrit dans une volonté plus globale de la ville de Marseille et de la mairie de secteur d'agir face à ces urgences. Concrètement, cela consiste à évaluer chaque dépense en fonction d'une échelle de qualification que vous trouvez sur cette diapositive, en fonction du contenu de la dépense. En dessous, vous trouvez des exemples de dépenses applicables dans chaque catégorie. Ce n'est pas un exercice facile, puisque souvent on manque d'informations précises pour pouvoir qualifier précisément cette dépense et pouvoir la classifier.
Du coup, si on projette notre budget vert pour 2023, vous avez sur le graphique de gauche les résultats de ce budget vert. Nous avons 26% de nos dépenses qui sont favorables ou très favorables à l'environnement. Nous avons 13% des dépenses qui sont défavorables et le reste en neutre ou en indéterminé. Ce n'est pas vraiment une surprise et c'est plutôt des résultats qui sont assez mitigés car on a beaucoup de dépenses qui sont difficilement qualifiables. Exemple, nous payons des prestations de nettoyage d'un bâtiment. On ne parle pas des produits utilisés pour le ménage, mais on parle de la prestation en elle-même. Du coup, elle se retrouve classée en neutre, puisque c'est assez difficile de classer si c'est favorable ou défavorable à l'environnement. C'est pour ça qu'on a une grosse catégorie, plus de 50% de dépenses qui sont classifiées en neutre. Nous avons des dépenses avec un impact positif, exemple nos interventions que l'on peut mener pour améliorer la biodiversité dans nos espaces verts, la mise en place d'un jardin pédagogique, l'école du vélo, etc. Tout ça, ça rentre dans des dépenses positives, favorables. Et nous avons effectivement des dépenses négatives qui sont malheureusement difficilement compressibles et qui sont par exemple tout ce qui concerne l'achat de carburant et l'achat d'énergie pour le chauffage et la climatisation de nos bâtiments. Mais toutefois, on a quand même presque un tiers de nos dépenses qui sont favorables ou très favorables, ce qui est un bon début. Nous sommes également dans les ordres de grandeur des autres collectivités ayant réalisé et publié un budget vert, malgré le fait de ne pas pouvoir disposer d'un budget d'investissement conséquent. Or, c'est principalement grâce à l'investissement que l'on peut agir en matière de transition écologique des territoires et améliorer son budget vert. Mais cela donne une bonne analyse de nos pratiques, intéressantes et utiles. Et si l'on compare avec le budget vert 2022 qui a été réalisé sur une année partielle, nous notons quand même des évolutions positives, avec une augmentation de 8 points pour la catégorie favorable et très favorable, ce qui indique que nous essayons d'avoir des pratiques plus vertueuses, et une réduction de 14 points de la catégorie neutre, ce qui signifie que nous améliorons la classification des dépenses. Alors bien sûr, cette analyse est perfectible, et tant mieux, mais pour une seconde année, nous sommes déjà satisfaits d'avoir obtenu des informations qui vont nous permettre de mener des réflexions pour encore s'améliorer à la fois sur la méthodologie utilisée, mais aussi pour orienter nos fonctionnements, nos pratiques et nos projets. Parmi ces pistes d'évolution, nous avons l'amélioration de l'échelle de qualification pour ventiler les dépenses et surtout pouvoir s'appuyer sur des informations précises de la part du prestataire ou du fournisseur afin de mieux catégoriser la dépense. Le fait de pouvoir disposer de cette analyse non plus a posteriori des dépenses, mais a priori, c'est-à-dire au moment de l'établissement du budget, et mieux orienter notre programme de projet pour les années suivantes, et l'intégration d'autres axes d'analyse comme le genre, l'éthique, etc. Tout ça fait apparaître la notion de triple empreinte de notre administration, qui deviendra à terme la norme de reporting des organisations. J'espère pouvoir arriver à ces objectifs dans les années à venir. Nous ne pouvons que nous améliorer sur ces sujets. La comptabilité monétaire existe depuis des milliers d'années. La comptabilité sociale et environnementale n'en est qu'à ses débuts. Et je souhaite remercier aussi les agents de la mairie de secteur qui ont travaillé sur ce budget vert et pour élaborer cette première version du budget. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Chevalier. Est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées? Merci. Je dois sortir, je ne dois pas participer au vote. Allez, viens, Monsieur Chaland, tu viens au micro, s'il te plaît. Monsieur Chaland-Névoré est désigné président de séance. Exactement. Vous êtes prêtes et prêts pour ce vote historique, puisque ce sera le premier sous ma présidence. Et pas le dernier, bien entendu. Je vais donc soumettre ce rapport au vote, et je vais demander aux personnes qui sont contre de lever la main, aux personnes qui s'abstiennent, et aux personnes qui votent pour de lever la main, s'il vous plaît. Le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Attention, adjoint à la démocratie, hein.
Rassurez-moi, ça a été voté. Merci beaucoup. Nous allons passer au rapport numéro 10 et c'est Anne Vial, si on veut bien lui passer un micro, qui va nous le présenter. Ah, veuillez m'excuser, on me signale que le 9 a été retiré. Excusez-moi. On passe directement au 10 car le 9, le rapport 9 a été retiré. Allez-y, Madame Vial. Ah bon, pardon. Merci, Monsieur le maire. C'est une attribution de subvention dans le cadre donc, des associations qui travaillent à la promotion de la santé, même si ce type d'action, normalement, relève de l'État. La ville de Marseille accorde une attention particulière. On y reviendra dans d'autres rapports. Donc c'est une attribution de 5 000 € attribuée à la Ligue de l'enseignement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Alors, procédons au vote. Qui vote pour? Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons arriver au rapport numéro 11 que je vais vous présenter moi-même. Alors, il s'agit du rapport sur notre beau palais jardin, surtout Longchamp. Alors, c'est un très grand honneur, ma chère collègue, pour moi de vous présenter ce rapport portant sur la restauration du parc Longchamp et la mise en œuvre de son plan de gestion. Depuis un an maintenant, Nassera Benmarnia, adjointe au maire de Marseille chargée des parcs et jardins et la direction de la nature en ville, conduisent une passionnante concertation lors de laquelle une attention particulière a été portée à toutes les demandes et besoins exprimés par les utilisatrices et utilisateurs du parc. Cette concertation conduit à un investissement sans précédent de la ville de Marseille pour le parc Longchamp. C'est un effort de 18 millions d'euros et c'est un effort sans précédent depuis la construction du parc. Ces investissements vont permettre la renaturation générale du parc, vont permettre la débitumisation du parc, le confortement des activités citoyennes portant sur les manifestations, les concessions, la suppression du parking Jeanne Jugan et le renforcement du mobilier, la maîtrise et la valorisation de la ressource en eau, la place de l'animal dans la ville, en particulier des chiens, avec la réduction du grand parc à chiens et la création de nouveaux petits parcs à chiens à chaque entrée, l'amélioration de la gestion de proximité, et entre autres avec les toilettes, la place des gardiens et des jardiniers, la mise en cohérence de la signalétique et le traitement des déchets. Alors en restaurant ce parc, la ville de Marseille entend aussi reconquérir le label Jardin remarquable, perdu en 2015, et concourir à l'obtention du label Éco-Jardin, valorisant sa politique de gestion naturaliste. Les premiers travaux de renaturation pilotés en interne à la ville qui s'échelonneront de 2024 à 2026, en commençant par l'entrée monumentale, puis le plateau, ont déjà débuté. Une nouvelle fois, et c'est décidément la thématique principale de ce conseil, c'est une très bonne chose compte tenu de l'urgence écologique. La requalification de ce parc contribue à l'adaptation de la ville au changement climatique, cela en faisant de Longchamp un parc plus frais, un parc plus végétalisé, un parc plus ombragé et un parc plus économe en eau. Le parc et le palais Longchamp sont pour beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, des 1er, 3e, 4e et 5e arrondissements, le seul et unique jardin. Pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent le jogging, le yoga ou d'autres activités, c'est leur salle de sport. C'est aussi souvent une extension du domicile pour les anniversaires des enfants ou les fêtes de famille. C'est la salle de spectacle de celles et ceux qui participent aux animations culturelles organisées par la mairie de secteur, comme le festival Culture Debout, ou les apéros du kiosque, ou lors du festival Jazz des 5 continents, qui est aujourd'hui réputé à l'international. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Gilles.
Avec le micro. Bon, ce rapport, moi, je ne peux que me féliciter. Une fois de plus, je vais rentrer dans le détail, ou plutôt dans ce qui est écrit. Le jardin Longchamp a été, si mes souvenirs sont bons, construit dans les années 1850 ou 56, quasiment en parallèle des deux musées. Bon, je ne sais pas, mais je vais quand même vérifier pour ma connaissance personnelle si rien n'a été investi d'aussi important que ce que vous nous proposez depuis 1995 au moins. Mais comme vous avez dit depuis la création, je vais même revenir un peu à l'ère de fer pour voir. Mais ça, c'est juste pour ma culture politique personnelle et parce que je suis un voisin du Palais Longchamp. Après, quand je dis toujours le diable se cache dans le détail, moi, je vous l'ai dit au début, c'est très bien, vous avez concerté, Mme Benmarnia a fait un travail remarquable, les gens se sont intéressés, mais après, quand on regarde, c'est toujours pareil, l'échéancier. C'est que les 2 années, alors bon, pourquoi vous n'avez pas commencé un peu plus tôt? Vous allez me dire, il fallait s'installer, etc. Ok. Les 2 années de votre mandature, 2024 à 2026, on s'aperçoit que c'est la mairie, c'est la régie, entre guillemets, qui va commencer les premières rénovations pour un budget de ce qui est écrit en CP, donc en crédit de paiement d'1,2 million, soit moins de 10% du budget total. Après, c'est là où les CP importants sont ouverts. 3 millions, 11 millions et 3 millions. Donc c'est 16,7 millions qui sont ouverts après. Alors on peut se projeter, et c'est très bien, parce que, bon, on ne sait pas qui sera à votre place. Donc vous permettez à celui ou à celle qui viendra après vous d'avoir quelque chose qui est enclenché. Comme d'ailleurs sur la place Sébastopol, j'y reviens. Mais voilà, ça fait un peu poudre aux yeux, c'est-à-dire que, voilà, on vend quelque chose, on vend une très très belle rénovation pour 18 millions d'euros dans une période, dans la période qui est intéressante aujourd'hui dans votre mandat, où il y a un faible investissement, et le gros investissement se fait après. Bon, c'est pas un financier aussi de la ville, hein, je connais ça, on lisse au maximum. D'ailleurs, quand on lisse l'année 2027, le maximum de l'enveloppe, ben, c'est évident, c'est l'année où on ne sait pas ce qui va se passer. 2026, il y a 3 millions d'euros. Bon, 3 millions d'euros, les élections municipales ayant lieu en 2026, ce n'est pas les 3 premiers mois où le budget va être entièrement ouvert. Mais voilà, il y a quelque chose qui est fait. Il y a une présentation aujourd'hui au conseil d'arrondissement. Il y aura peut-être un débat aussi au conseil municipal. Voilà, je voulais le soulever avec une arrière-pensée plutôt positive. D'ailleurs, avec Marine Pustorino, nous voterons ce rapport. Je vous remercie. Monsieur Ferrier. Non, ça va? C'est bon. Oui, je ne boude pas mon plaisir aujourd'hui devant ce rapport parce que moi aussi j'ai grandi dans le 4e arrondissement et j'ai connu justement ce parc Longchamp il y a maintenant plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec l'architecte des bâtiments de France, avec la DRAC, avec les habitants, à définir les enjeux, les besoins, les usages. Et dans ce plan de gestion, on a réussi à intégrer toutes les questions de détail et techniques. Et pour l'avoir vécu pendant 1 an avec Madame Benmarnia, c'était pas gagné d'avance. Et on l'a vu, on a eu des moments assez difficiles où il a fallu bien évidemment expliquer aux gens, démonter un certain nombre de mauvaises appréciations ou de ce qu'on appelle des fake news. Et le résultat, il est là. Le résultat, il est que ce parc Longchamp, non seulement on va l'améliorer, non seulement ça va être un nouveau puits à carbone et ça va être un lieu de fraîcheur où on va pouvoir faire, comme l'a rappelé Monsieur le maire, de l'intergénérationnel. Et ça, moi, je reconnais que c'est une très bonne nouvelle pour les habitantes et les habitants. Et j'aimerais aussi qu'on souligne l'engagement de la ville qui a déjà commencé les travaux. Les travaux ont commencé il y a maintenant 3 semaines sur justement une intensification des massifs parce que comme vous le savez toutes et tous, ce parc étant surfréquenté, il y a énormément de plantes à replanter et de sols à réenrichir.
Et donc là, il y a eu des gros travaux avec un certain nombre d'habitants qui m'ont téléphoné, qui étaient émus devant tous ces tranchées, parce que, comme vous le savez toutes et tous, il faut un arrosage qui soit fait en profondeur et pas seulement en surface. Donc voilà, c'est vraiment un très beau rapport. On peut épiloguer sur le financement, mais en tout cas, je suis très fier de ce rapport-là, et je suis d'autant plus fier qu'avec Monsieur Roland, avec le maire et avec Perrine Prigent et avec Nathanaël, on a travaillé aussi sur la concertation du Square Stéphane, et le Square Stéphane va être un prolongement du parc Longchamp. Et là aussi, sur Square Stéphane, on n'a pas fait n'importe quoi, on a travaillé avec les bâtiments de France. Et donc vous allez voir un nouveau square qui va être en lien et qui sera dans la continuité architecturale du parc Longchamp, et ça va se faire très bientôt pour notre grand plaisir et avant la fin de la mandature, bien évidemment. Voilà. Merci Monsieur Ferrier. Madame Prigent, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Évidemment, des projets d'ampleur comme ça prennent du temps. Et l'enjeu de la municipalité est de bien poser l'ensemble des enjeux. Le parc Longchamp est un monument qui est classé, un monument historique, avec des prescriptions qui sont importantes. En plus d'être jardin remarquable, label évidemment donc perdu, qu'on souhaite rattraper avec Nacera Ben Marnia. Et donc, il est pour nous indispensable de poser la concertation, de prendre le temps de renouer avec les institutions que sont la DRAC et donc l'architecte des bâtiments de France pour ce qui concerne les monuments historiques, avec l'agence de l'eau, puisque la question de l'eau évidemment est intrinsèque au fonctionnement du parc Longchamp, qui est en fait, tout le monde le sait, hein, la représentation de l'arrivée de l'eau à Marseille et la mise en majesté de cette arrivée de l'eau. Et qui est aussi un écrin, je pense, pas que pour le 4-5, mais pour toute la ville de Marseille. Et donc prendre le temps de faire une bonne réhabilitation est impératif. 18 millions d'euros, c'est un budget qui est plus que colossal. Il sera complété par des subventions, en fait. C'est pas que la ville qui va financer ça. Le sérieux qu'on a dans la méthode et dans la façon de faire et dans l'ambition nous permet d'avoir une optimisation du coup financière avec un partenariat avec donc État, DRAC et Agence de l'eau, notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très remarquable, pour lequel, oui, 18 millions d'euros, c'est pas comme ça que ça se sort, c'est pas en une seule année. Il y a la charge des entreprises qui doit pouvoir intervenir, qui doit être coordonnée, parce qu'on ne va pas désimperméabiliser et replanter en 15 jours. On ne va pas intervenir sur un périmètre aussi large en un temps trop compliqué, puisqu'il y a évidemment l'intervention dans un site qui est occupé et qui fonctionne, qui est le support de beaucoup d'activités aujourd'hui, que ce soit sportives, que ce soit de détente, que ce soit culturelle. Et donc il y a une réflexion qui a été posée par notre collègue sur comment se structurent évidemment ces travaux. Ça prend toujours trop de temps, on est toujours en attente que ça avance plus vite, mais c'est aussi un gage de sérieux de la municipalité que de faire selon cette méthode. Merci Madame Prigent. Je crois qu'on pourrait continuer longtemps, en faire une liste de tous les usages que nous procure ce parc. Mais aujourd'hui, il est très important de ce parc, il est cher au cœur des Marseillaises et des Marseillais, qui n'a pas couru enfant dans le parc, qui n'a pas fait des anniversaires dans ces parcs. Et aujourd'hui, les enjeux climatiques nous poussent à le traiter comme il le mérite. Et ces 18 millions d'euros, évidemment, ne seront pas déboursés seulement par la ville de Marseille, mais avec l'aide de la DRAC, de l'Agence de l'eau, de l'État, de manière à se projeter. Et je tiens à souligner le travail colossal que ça implique.
au niveau de la construction des dossiers, au niveau des rapports que cela nécessite avec toutes ces administrations, aller chercher des budgets justement à l'extérieur de la ville de Marseille de manière à construire un projet qui soit à la fois très qualitatif, qui soit à la fois pour une réelle réhabilitation et une réhabilitation poussée de ce parc, de manière à ce qu'il puisse bénéficier aux générations futures. Je crois que ça nous tient à tous et à toutes à cœur. Et c'est pour ça que je vous propose maintenant de voter ce rapport. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Nous enchaînons avec le rapport numéro 12 qui est retiré. Et nous allons arriver au rapport numéro 13 que va nous présenter Monsieur Roland, si on veut bien lui passer un micro. Merci, Mme Prigent. Bonsoir à toutes et tous. La lutte contre l'habitat indigne est une priorité pour la ville de Marseille. Ce rapport a pour objet de prolonger la durée de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat Lutte contre l'habitat indigne Marseille Centre, signée entre la ville de Marseille, la métropole, l'État et l'ANA. Ce dispositif a montré toute son utilité en réponse à des besoins de travaux lourds, puisqu'au 31 décembre 2023, 139 copropriétés sont subventionnées pour un montant de 52,3 millions d'euros, avec une moyenne de 350 000 euros par travaux de copropriété. Donc je vous demande de voter ce rapport pour la prolongation du délai de cette opération. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole demandées? Alors je vous demande de bien vouloir procéder au vote. Qui vote pour? Pour? Monsieur? Oui. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 14 qui va nous être présenté par Madame Neveu. Merci. C'est bon là? Merci Monsieur le maire. Le rapport numéro 14 émane de la Direction des solidarités et de l'action sociale. Il concerne l'attribution de subventions à des associations dans le cadre du pacte local des solidarités. Plus précisément donc, dans son volet qui concerne la petite enfance. Pour les 4e et 5e arrondissements, ces subventions concernent au titre de l'action préscolarisation des enfants les plus éloignés des modes d'accueil, la Ligue de l'enseignement, avec une subvention à hauteur de 3 000 euros. Au titre de l'action soutien à la parentalité pour les familles accueillies dans les dispositifs de veille sociale et d'hébergement d'urgence, l'association Solancy, avec une subvention à hauteur de 20 000 euros. Et au titre de l'action renforcer l'offre d'accueil du jeune enfant à destination des familles les plus précaires, la structure Fondation Apprentis d'Auteuil avec une subvention à hauteur de 100 000 euros. Merci Madame Neveu. Des prises de parole? Merci beaucoup. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité à nouveau. Nous allons passer au rapport numéro 15 et donc les rapports 15 à 19 vont nous être présentés par Madame Vial. À vous Madame Vial. Oui, merci Monsieur le maire. Ce rapport concerne une attribution d'une somme totale de 40 000 euros en direction de 5 associations qui agissent dans notre secteur, dans le cadre, encore une fois, du pacte local de solidarité. Ces aides sont pour moi d'une nécessité absolue pour répondre à l'urgence de la rue, et notamment en direction des femmes, dont on a vu que leur nombre dans la rue a explosé depuis 1 an et demi. Et on le sait, ces femmes sont particulièrement vulnérables. Donc je profite de ce rapport pour vous rappeler l'organisation de la 3e nuit de la solidarité qui a commencé à 17h30, là, qui a été lancée par notre adjointe Audrey Garino et qui mobilise plus d'1 millier de bénévoles. Je pense que d'abord on peut remercier Audrey Garino pour cette initiative et de remercier vraiment les bénévoles qui se mobilisent pour la solidarité marseillaise. Merci Madame Vial. Des prises de parole?
Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je souhaite me joindre évidemment à vos remerciements vis-à-vis des 1000 bénévoles, des Marseillaises et des Marseillais qui s'investissent pour faire du lien au quotidien et évidemment remercier Madame Garino pour son engagement. Nous passons au vote 16, Madame Vial. Oui, c'est encore de la solidarité, et là plutôt, je dirais, en direction des populations jeunes LGBT, avec effectivement la mise à disposition de 2 appartements pour l'association Le Refuge, pour accueillir les jeunes qui sont maltraités et en très grande précarité à Marseille. Merci Madame Vial. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Procédons au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Le rapport 17, Madame Vial. Donc toujours sur la solidarité, et là on est plutôt sur de l'handicap, et pour œuvrer en faveur des personnes en situation de handicap, c'est une subvention en direction d'une association d'un montant de 2 000 €. Merci beaucoup. Des prises de parole? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le rapport 18. Donc là, c'est du sport. 3 associations, la Team Borg, les AIL Blancard, qui sont grands acteurs sur notre secteur, et enfin l'association sportive des 5 avenues. Merci beaucoup, Madame Vial. Des prises de parole? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à nouveau. Et le rapport 19. Et enfin, ça c'est beaucoup moins drôle, c'est donc une aide et des subventions en faveur des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, encore. Donc 3 associations qui sont dans notre secteur, Association Éclosion 13, Autre Regard et Fondation d'Accueil. Fondation d'Auteuil, voilà. D'Auteuil, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite parler? Merci. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ces belles unanimités. Nous allons passer au rapport numéro 20 qui va nous être présenté jusqu'au rapport numéro 22 par Madame Neveu. Merci Monsieur le maire. Donc le rapport numéro 1, vous l'avez constaté, comportait dans sa version initiale une erreur. Donc c'était une répétition des structures mentionnées par Madame Vial dans le rapport précédent. C'est un rapport qui concerne l'attribution de subventions à des associations animant les ACM, les accueils de loisirs sans hébergement, avec la première répartition 2024. Sur notre secteur, il y a notamment la Ligue de l'enseignement, pas très loin de la mairie, les 2 ACM de l'IFAC et l'ACM du Centre social Sainte-Élisabeth, et puis l'association Synergie Family a également ses locaux dans le 4e arrondissement. Donc il s'agit d'apporter des subventions à ces 4 structures. Merci beaucoup, Madame Neveu. Quelqu'un souhaite parler? Allez, procédons au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, Madame Neveu, pour le 21. Le rapport 21 concerne encore des subventions. Là, au niveau donc, de subventions culturelles, de structures qui œuvrent à une culture de proximité, des subventions au niveau du fonctionnement, donc notamment à l'association Hosto da Pays, qui se situe rue de l'Olivier dans le 5e et qui œuvre à la promotion et au développement culturel et linguistique provençal et occitan à Marseille. Donc une subvention à hauteur de 12 000 €. Merci Madame Neveu. Des prises de parole? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour l'Ustau do País Marseillaise. Et nous allons passer maintenant au rapport numéro 22. Et le rapport numéro 22 concerne là encore des structures culturelles pour une série donc, de subventions. La première est plutôt dédiée à la musique avec la structure Sonica Vibes, donc qui notamment met en avant les musiques actuelles méditerranéennes, en particulier italiennes. Ensuite, c'est la démocratie culturelle qui fera l'objet donc d'une proposition de subvention avec l'association Équivoque et son exposition La Lune. Et puis, à nouveau, la musique avec Colombe Records et l'artiste Amada Smith, que nous avons la chance d'héberger sur notre secteur. Une association, l'association Indalo,
donc, qui notamment à la promotion de l'Afro-Rumba Club, et la ZOUZ, association donc subventionnée de manière régulière par la mairie de Marseille. Merci Madame Neveu, des prises de parole. Allez, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons maintenant au terme de ce conseil d'arrondissement. Je vous remercie. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous brancher sur les moyens de communication de la mairie du 4-5 pour constater nos engagements, pour constater nos actions et nos projets. Et dans tous les cas, vous pouvez consulter toutes ces choses à la fois sur le site internet de la mairie des 4e et 5e arrondissements, sur Instagram et sur Facebook. Je vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges de ce soir et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Nous courons vers la nuit de la solidarité. Très bonne soirée à tous et merci encore.